Bonjour à tous. Cette élection présidentielle sera-t-elle celle des extrêmes? Le candidat Jean-Luc Mélenchon peut-il espérer faire un bon score en Guadeloupe? Quel est le programme de la France Insoumise pour les Outre-mer? Nadège Montout, représentante locale de la France Insoumise et du candidat Jean-Luc Mélenchon, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Nadège Montout. Bonjour Monsieur Fondéré. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Le premier tour de la présidentielle va livrer son verdict dans quelques jours, dimanche prochain. Rien n'est joué, il s'agit pour vous de tenter de convaincre jusqu'au bout. Tout à fait. Donc, on a entrepris une campagne depuis plusieurs mois maintenant, puisque cela fait quand même quasiment un an que nous sommes en campagne au niveau national et puis au niveau local. Donc, nos militants sont sur le terrain pour tenter de convaincre les électeurs, en sachant qu'on était sorti deuxième lors des dernières élections donc présidentielles de 2017. On va tenter cette année de faire mieux, n'est-ce pas? Donc de sortir premier, en sachant que Jean-Luc Mélenchon, par rapport au retour que nous avons sur le terrain, est largement favori au niveau des électeurs guadeloupéens, au niveau de la population guadeloupéenne, au niveau du monde militant également, parce qu'il il répond tout simplement à des besoins, aux attentes, on va dire, d'une manière générale, de nos concitoyens, du monde militant, des travailleurs également. Donc je crois qu'on balaye très largement toutes les problématiques qui sont posées aujourd'hui en Guadeloupe. Vu les écarts qui se dessinent, cette élection pourrait se jouer en partie dans les Outre-mer. Donc le vote Outre-mer sera très important. C'est vrai que oui, le vote Outre-mer compte et a compté également en 2017. Dans la mesure où, quand on prend les scores des trois principaux candidats finalistes de 2017, l'écart était très faible entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai qu'on mise beaucoup sur les territoires d'outre-mer, en sachant que nous avons quand même aujourd'hui beaucoup plus de soutien dans les outre-mer, puisque les gens ont vu ce que nous proposions en 2017, ça répondait finalement à un certain nombre d'attentes de la population, et on a pu le démontrer cette fois, notamment à l'Assemblée nationale, lors des différentes interventions de nos camarades parlementaires, et puis au niveau européen aussi, après les élections européennes. Donc on a en quelque part un bilan, et le bilan il est très apprécié, on va dire, des compatriotes des Outre-mer. Et il faut dire aussi qu'il y a des soutiens au niveau des élus des Outre-mer. On a notamment le soutien de la présidente de région de la Réunion. On a le soutien de Gabriel Serville, qui est le président de la collectivité de Guyane. On a des députés aussi qui représentent le mouvement au niveau de la Réunion. Donc il y a Younous Omarji, qui est député réunionnais et qui est président de la commission régie, donc qui gère toutes les enveloppes FEDER, FEADER, etc. au niveau du Parlement européen. On a notre camarade Jean-Luc Ratenon, qui est parlementaire réunionnais et qui aussi a eu à intervenir notamment sur le dossier de l'eau pour les Outre-mer, et il y a eu beaucoup d'autres interventions qui ont été faites par nos camarades au niveau du Parlement européen et au niveau de l'Assemblée nationale. Le candidat de la gauche pour cette présidentielle, c'est donc Jean-Luc Mélenchon. En fait, oui, naturellement, dans la mesure où les valeurs, l'idéologie de la gauche est défendue dans le programme que nous proposons. Quand on parle d'urgence sociale, d'urgence démocratique, et puis il y a beaucoup les services publics, remettre les services publics au cœur des débats. Donc il y a beaucoup de sujets qui concernent la gauche et qui sont abordés, voire tous les sujets qui concernent la gauche sont abordés dans le programme. Et nous défendons en fait ces éléments de manière à pouvoir vraiment faire valoir les valeurs finalement de la gauche humaniste, progressiste. Très bien. Tenter de convaincre encore et encore, peu importe les sondages et les projections d'intention de vote. Oui, je parle au plan national. Au plan national, mais on a vu qu'il y a un sondage qui est sorti concernant la Réunion, notamment qui est en notre faveur, parce que Jean-Luc Mélenchon sort premier avec plus de 30% des intentions de vote. Et je pense que si on faisait ce sondage-là sur les Outre-mer, il sortirait premier. Donc forcément, nous, ça nous motive davantage et on est fiers de pouvoir justement porter les messages et puis les idées défendues par notre candidat dans les Outre-mer. Et puis nous savons aussi surtout que ça répond aux attentes de nos populations. Quand on prend par exemple le mouvement des soignants, moi je suis soignante, je travaille au CHU de Guadeloupe. C'est bien. D'accord.
Donc je suis effectivement en poste, mais je soutiens mes collègues qui sont suspendus. Et ça, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il va abolir le pass sanitaire, il va supprimer l'obligation vaccinale. Donc on sait que ça répond de toute façon à une attente des soignants, mais c'est surtout aussi pour remettre de l'apaisement dans nos hôpitaux, puisqu'on sait que, on connaît les conditions de travail des soignants, on sait que ça n'a pas été facile pendant toute la période de crise. Nous avons été beaucoup sollicités et les conditions de travail, d'une manière générale, dans les hôpitaux sont déjà compliquées. Et là, en fait, en instaurant cette obligation vaccinale, ben, en fait, il y a une désorganisation globale du système de santé. On l'a vu même au niveau national. Et chez nous, c'est encore plus grave, puisqu'on était déjà en manque de moyens. Et voilà, donc nous comptons rétablir, on va dire, l'apaisement au niveau des hôpitaux, des Outre-mer en particulier. Chaque élection présidentielle arrive avec son lot d'incertitudes. On pourrait même dire de surprise. C'est bien pour la démocratie? Oui, bien sûr. Il faut innover, il faut proposer. Donc après, je ne sais pas ce que vous voulez dire précisément. Mais voilà, hein, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, le programme L'Avenir en commun a été mis à jour. Depuis plus d'1 an, hein, nous travaillons avec les différents territoires. Enfin, pour ce qui nous concerne, en tout cas les Outre-mer, nous travaillons avec les militants, donc à la base. Hein, c'est la base qui a élaboré le programme. Et c'est vrai que les éléments qu'on y retrouve répondent finalement aux attentes de diverses associations qui nous avaient sollicité durant les 5 ans de mandature, et puis d'une manière générale aux attentes des citoyens. Il faut faire barrage au Rassemblement national en Guadeloupe? Pour nous, c'est évident que le Rassemblement national n'a pas sa place en Guadeloupe, puisque de par notre histoire, compte tenu des thèses qui sont défendues par ce groupe politique et qui n'ont pas changé contrairement à ce qu'on peut entendre, hein, voilà, le Rassemblement national représenté par, on va dire l'extrême droite, ouais, représenté par 3 candidats en l'occurrence, hein, donc Marine Le Pen, Éric Zemmour et M. Dupont-Aignan. Ben, ces thèses-là ne sont pas recevables chez nous, puisqu'on connaît l'histoire, on sait qu'ils sont contre ne serait-ce quand on leur parle de colonisation, ils ont un discours passéiste, hein, j'ai envie de dire, parce qu'ils comprennent pas qu'il y ait eu des luttes qui aient été menées par nos ancêtres pour pouvoir s'émanciper et puis sortir de ce système finalement qui est colonial et qui pèse encore sur le fonctionnement de nos territoires. On sait que l'économie de comptoir qu'on connaît aujourd'hui dans nos territoires découle de l'époque coloniale. Et quand on explique ça à des gens d'extrême droite, ils ne comprennent pas parce qu'eux déjà, ils instaurent une hiérarchie entre les humains. Donc rien que ça devrait nous pousser à ne pas les côtoyer parce que nous avons une couleur de peau et eux, ils estiment que nous sommes inférieurs par rapport aux autres. Donc ça ne devrait pas exister chez nous. D'ailleurs, ça ne devrait pas exister au sein même du territoire de la République française ou même d'autres. Hein. On devrait combattre cela chez nous, mais au-delà de nos territoires, en France et ailleurs. Il y a des gens qui mènent des luttes, même en France, hein, en France et dans d'autres pays, hein, contre l'extrême droite. Donc chez nous, ils n'ont pas du tout leur place, parce que nous sommes les premiers visés en quelque part par leur thèse. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon a beaucoup axé sa campagne outre-mer, mais pas seulement, sur le thème de la créolisation, s'exposant même à de vives critiques au plan national. Rien de surprenant dans cette France-là? Oui, parce que ce qu'il dit, c'est que la France, elle est diverse, elle est multi-ethnique, enfin multiculturelle. Et que finalement, par rapport à ce que nous avons vécu, nous, au niveau des territoires qui ont été colonisés, il y a eu une reconfiguration, on va dire, de la population française et qui finalement ressemble en quelque part à ce qui se passe dans nos territoires. Voilà. Oui. Et ça a du mal à passer au plan national. Je ne sais pas si ça a du mal à passer. Peut-être que les Français refusent de reconnaître que justement le monde évolue. C'est pas qu'en France qu'il y a des mouvements de population qui font que
la configuration qu'on connaissait au départ, elle change au niveau des populations, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin, en Italie, dans différents pays. On a diverses cultures, on a diverses populations qui s'installent et il faut pouvoir faire de la place à tout le monde, de la même manière que nous le faisons aussi dans nos territoires, puisqu'on accepte, voilà, on accepte toutes les populations qui viennent chez nous, ils sont les bienvenus, donc ça devrait être valable en France également. Le programme de la France Insoumise, Nadège Montout, pour nos régions et singulièrement la Guadeloupe, sur quoi votre parti s'appuie-t-il pour susciter l'adhésion de notre électorat? Alors, notre groupe politique s'appuie d'abord sur son bilan, que malgré le fait que nous n'étions pas en responsabilité, on va dire, au niveau du gouvernement, on a quand même un bilan, puisqu'on a pas mal défendu les territoires d'outre-mer, à commencer par la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur l'eau. On a été le seul groupe, je dis bien groupe politique, à avoir obtenu cette enquête parlementaire sur l'eau, alors qu'il y avait d'autres parlementaires qui faisaient partie de majorité présidentielle qui n'ont pas pu défendre ce dossier de l'eau au niveau du gouvernement. On voit bien d'ailleurs qu'il y a eu un syndicat qui a été créé et qui dysfonctionne aujourd'hui. Donc finalement, ce n'était pas la meilleure des réponses par rapport au problème de l'eau. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut un investissement important. Donc il faut réparer les canalisations, c'est simple. Il faut 1 à 2 millions d'euros milliards pour réparer les canalisations. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre l'argent sur la table. Après, il faut répondre aux attentes des populations qui sont en détresse, notamment en instaurant le plan Orsec. C'est tout simple, ça existe dans la législation. Donc permettre aux gens de pouvoir accéder à l'eau en attendant justement que les travaux se fassent. Très bien. Les prix explosent, c'est valable pour les carburants, ça l'est aussi pour la plupart des denrées alimentaires, on le voit en faisant ses courses. Quelle réponse concrète et immédiate? Nous, on propose le blocage des prix, c'est simple. Par exemple, pour le carburant, Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer le prix à 1,40 € et de réduire finalement sur les marges des multinationales, puisque c'est possible de par la réglementation, de pouvoir justement instaurer des prix imposer une configuration permettant justement à ces multinationales de réduire sur leurs marges pour pouvoir soulager justement les populations qui sont en difficulté par rapport au prix, à l'augmentation des prix. On a aussi bien entendu d'autres mesures économiques comme l'augmentation du SMIC, puisqu'il faut réduire au niveau des prix de première nécessité, mais il faut aussi un peu redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Donc l'augmentation du SMIC à 1 400 €. On a d'autres éléments pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux populations. Globalement, ce serait ça en fait, le blocage des prix. Les restrictions liées au Covid sont levées une à une. C'est aussi la fin de l'état d'urgence alimentaire, sanitaire du moins, sanitaire. Le directeur général du CHU est sur le départ. Reste le sort des personnels soignants et l'obligation vaccinale. Oui, nous ça, il faut le régler. On propose la suppression de l'obligation vaccinale, donc c'est simple. Et puis surtout, par la suite, concernant la santé, il y aura un plan qui sera mis en place pour recruter en fait des soignants, puisque c'est ça le problème. Il n'y a pas suffisamment d'effectifs dans les hôpitaux. Donc il faut pouvoir faire un calcul des effectifs pour pouvoir les mettre à niveau. Puisque depuis la mise en place des 35 heures, il n'y a pas eu suffisamment de création de postes dans la santé. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve en difficulté. Donc à chaque période compliquée, les effectifs ne sont pas suffisants et les personnels sont très fatigués, donc s'arrêtent. Il y en a beaucoup qui sont en arrêt de travail. Et donc voilà, il faut mettre les effectifs à niveau, il faut titulariser les personnels pour les fidéliser et il faut peut-être revoir aussi les statuts de recrutement des médecins, parce que les médecins, il faut pouvoir les fidéliser et puis mettre en place de l'attractivité au niveau de l'hôpital, donc relancer les projets, puisqu'on a connu, nous, un hôpital qui était dynamique, qui avait des projets. On travaillait à une époque sur les effectifs, sur le projet de reconstruction du CHU. Il ne faut pas oublier que c'est le personnel qui a été à l'origine du projet de reconstruction du CHU, qui a permis en tout cas d'obtenir le financement à 100%. Donc on s'était mobilisé à l'époque, ça remonte à plus de 2004 ou 2008, en tout cas c'est plus de 10 ans, donc le financement avait été acquis à l'époque. Il y avait, je crois, la ministre Marisol Touraine qui était venue en visite en Guadeloupe et qui avait acté ce financement à 100%, contrairement à ce qu'on a pu voir du côté des macronistes qui prétendent que c'est grâce à eux que le financement a été acquis. C'est complètement faux. Donc cela fait plus de 5 ans au moins
que le projet a été lancé, parce qu'il y a une préparation à faire en amont, il y a le projet médical à valider donc avant le démarrage du chantier. Donc tout ça, ça a été fait bien avant l'arrivée de M. Emmanuel Macron au pouvoir. S'il fallait parler du bilan du quinquennat présidentiel qui s'achève, en Guadeloupe spécifiquement, la crise sanitaire ne saurait tout justifier. Tout à fait, hein, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont restés en quelque part sans réponse de la part de ce gouvernement. D'abord le dossier de l'eau, puisque l'actuel président de la République avait promis une enveloppe de 450 millions d'euros à l'époque où il était venu faire campagne, notamment ici. Ça n'a jamais été débloqué. Il y a eu le plan chlordécone qui finalement ne répond pas aux besoins et aux attentes des associations qui militaient sur le sujet. On n'a toujours pas de réponse par rapport à l'indemnisation, donc ne serait-ce que des travailleurs. Il y a eu un décret qui a été voté récemment, mais qui ne s'applique pas à tout le monde, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Et puis il y a beaucoup d'éléments comme ça, beaucoup d'effets d'annonce qui avait été lancé en 2017 lorsque le président de la République était en campagne et qui n'ont jamais été concrétisés. Donc à ce jour, on attend encore l'application de ces propositions. Et pour le chlordécone, qu'est-ce que vous proposez? Pour le chlordécone, nous on propose la prise en charge du dosage, puisque ça avait été demandé aussi par les associations, dosage donc dans le sang, enfin des éléments biologiques pour pouvoir, à toutes les personnes qui le souhaiteraient. Ce sera pas une obligation, mais toutes les personnes qui voudraient savoir quel est le taux de chlordécone qu'elles ont dans le sang par exemple, ce serait gratuit. Ensuite, la prise en charge des travailleurs, des personnes qui ont été exposées, voire même plus largement. Donc ça, pour nous, c'est incontournable et c'est évident. Ensuite, la dépollution, on va mettre en place un plan de dépollution des sols. Ça aussi, ça avait été demandé par les associations et on l'a acté, c'est dans notre plan, le programme des Outre-mer. Et voilà, donc il y aura peut-être d'autres choses, d'autres éléments de détail à finaliser avec les personnes qui travaillent sur le sujet. Très bien. Peut-on affirmer aujourd'hui que la France insoumise a réussi son ancrage en Guadeloupe? On peut dire que oui, dans la mesure où là, pour cette campagne, nous avons quand même un certain nombre de militants, de soutien et puis de population, enfin la population guadeloupéenne d'une manière générale, adhère entièrement à ce que propose la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, voire plus largement l'Union populaire au niveau de cette présidentielle. Et il est vrai que les idées finalement que nous proposions en 2017 sont largement majoritaires, notamment la démocratie participative, qui avait été à l'époque décriée, puisque les gens disaient mais la population ne pourra pas gérer, faire des propositions elle-même, et on constate que tout le monde aujourd'hui parle de démocratie participative. Il y a aussi l'écologie, on n'en parle pas beaucoup, mais ça c'est un axe très fort de notre programme. On sait qu'avec les changements climatiques et puis tout ce qui nous menace, on va dire, en termes de réchauffement climatique, il est urgent justement de mettre l'accent sur l'écologie, et ça on en a fait un point important du programme L'Avenir en commun. Merci à vous Nadège Montout d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci à vous également. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale pour une nouvelle édition de Franc Parler.